Bonjour, mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, Convergence et Révolution culturelle, c'est le retour aux sources africaines, la recherche du chemin, sinon des chemins de la Renaissance africaine, et c'est surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique, parce qu'ils sont nombreux qui parlent de nous mais contre nous et qui ne disent pas la vérité. Depuis un certain temps, nous-mêmes, filles et fils d'Afrique, avons décidé de prendre le taureau par les cornes et de rédire l'histoire, sinon de réécrire toute chose pour que toute lumière soit faite sur notre continent qui continue de tirer le diable par la queue et qui doit s'arrimer à la modernité, sinon retrouver sa première place. Parce qu'on nous dit encore, hein, de façon nostalgique, que nous, de par l'Égypte, sommes en réalité la première puissance mondiale. Mais d'où c'est parti? En tout cas, on se demande la dégringolade, cette chute libre, c'est parti de quoi? À ce jour, nous sommes toujours dans des recherches. Nous recevons sur ce plateau, comprenez notre émotion, mesdames et messieurs, dans le cadre des valeurs de chez nous, l'écrivain Dibakana Monkessi. Il est ici et nous avons d'ailleurs son livre dans les mains, le psychanalyste de Brazzaville. C'est avec lui cette émission Convergence et Révolution culturelle, pas comme les autres. Très cher, bonjour. Bonjour. Alors, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, comme tout le monde le sait ici. Qui êtes-vous par vous-même? Alors, je suis Dibakana Monkessi, je suis essayiste et romancier, c'est-à-dire que j'écris de l'essai, j'écris également du roman, c'est-à-dire de la fiction, et je fais de la nouvelle également. Donc j'ai fait les trois genres littéraires, mais bon, j'aime me qualifier comme essayiste et romancier. Je viens je suis de la diaspora. Exact. Nous nous apprêtions à demander ça. Voilà, c'est cela. Voilà, et donc je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. En séjour ici à Brazzaville. Exactement. Depuis quand exactement? Bon, depuis environ une semaine. Depuis environ une semaine. Oui. Et on imagine bien que vous allez bientôt redécoller aussi. Oui, je suis là pour un petit moment, mais bien évidemment, on va repartir. Donc vous avez revu la famille et tout ça. Exactement. Ça vous a fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien. Effectivement, il y a l'aspect familial, mais il y a aussi l'aspect, j'allais dire, travail, parce que je suis aussi venu participer à un salon littéraire qui a eu lieu à Pointe-Noire, le SILAP. Ah oui, on se rappelle. Voilà, qui s'est très bien passé. Alors vous étiez aussi à Pointe-Noire? J'étais à Pointe-Noire, au SILAP de Pointe-Noire. Magnifique. Alors, cela dit, la passion. Est-ce que l'écriture est pour vous une passion? Si oui, essayez de définir cette passion. Sinon, le livre en lui-même, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'écriture, bien évidemment, c'est une passion. Et une passion qui vient d'un besoin déjà de s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur, et aussi de s'évader. Et aussi de s'évader, de s'interroger sur le monde, et de dire aussi sa vision sur le monde. C'est une façon en fait de faire coucou au monde en fait, de dire ah, hello le monde, je suis là et voilà ce que je pense de ce que je vois autour de moi, de ce que je pense que devrait être la vie, de mes rêves, de mes frustrations et tout ça. Donc c'est une expression très personnelle, l'écriture. En tout cas en ce qui me concerne, c'est le cas. Et donc le livre? Alors le livre, bien évidemment, moi j'ai toujours tendance à penser que c'est le livre qui sauvera le monde ou le genre humain, ou encore, on peut le dire autrement, c'est que finalement, vous savez que notre monde a été conçu, ou en tout cas est conçu, fonctionne à travers un livre très important, qu'on le veuille ou pas. Vous savez que le livre qu'on appelle la Bible a façonné l'humanité. Je dis bien, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire qu'on l'accepte ou pas. Qu'on le croit ou pas. Qu'on le croit ou pas. Vous voyez notre calendrier, le calendrier grégorien que nous utilisons, ici en Afrique subsaharienne, au Congo par exemple, en France et dans beaucoup de pays, dans la plupart des pays du monde, vient justement et quasiment tout, quoi. Les États-Unis, c'est un État le plus puissant du monde, mais qui fonctionne à travers... Enfin bref, c'est pour juste dire que le livre, finalement... Bon, j'ai pris l'exemple de la Bible, mais j'aurais pu prendre un autre exemple, juste pour montrer comment, justement, le livre arrive à structurer
nos comportements, nos agissements, nos mentalités et tout. Et je pense que à travers le livre, justement, déjà, on apprend à connaître les autres, on apprend à connaître le monde, on apprend à connaître qui on est, et on apprend aussi à se connaître soi-même. C'est pour cela, justement, je pense, vous savez, toute l'importance qu'on accorde au livre lorsqu'on est sur le banc de l'école. Hein, comment les enseignants, ou en tout cas le système éducatif, matraque la jeunesse, matraquer c'est pas le bon mot, mais juste pour faire comprendre, sur justement l'importance du livre. Parce qu'effectivement, c'est à travers le livre qu'on apprend ce qu'est le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend certaines valeurs et tout ça. Maintenant, après, il y a bon et mauvais livres, hein, mais ça c'est autre chose. Ça, en tout cas, le livre, c'est quelque chose de très important dans la vie. Très bien. Alors, quelqu'un disait que le constat n'est pas que d'une personne, hein, ils sont nombreux, nous tous y compris, à déplorer le fait que ici chez nous, on lit de moins en moins, alors que d'où vous venez, pas un pas sans le livre. Donc on rencontre des livres dans tous les coins de rue, il n'y a que des livres partout. C'est comme si ça ne vit que de livres là-bas, en Europe, en France, pour ne pas dire à Paris. On ne parle que livres, on ne rencontre que des livres. On lit tous les jours, matin, midi, soir. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a déploré. D'ailleurs, il y a un adage qui dit, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Parce que malheureusement, il semble que... Même si c'est une liasse de billets de voilà. banque, en tout cas, il n'ouvrira pas le livre. Vous retrouverez votre argent même un an plus tard. Ce qui est dommage, parce qu'effectivement, le livre, c'est quelque chose de très important. Alors, je voudrais quand même vous rassurer, ou rassurer les spectateurs, que cette tendance à délaisser le livre, c'est vrai qu'il est très moindre en Occident, mais il se ressent aussi. Elle se ressent aussi en Occident, même là-bas. C'est-à-dire que ce qui est constaté très clairement, c'est que les outils numériques sont venus un peu amoindrir cette appétence pour la lecture. Bouleverser les habitudes. Exactement, les habitudes de lecture, notamment chez les jeunes, notamment chez les plus jeunes, mais bien évidemment, quand vous allez dans les bibliothèques, il n'y a toujours pas de place pour s'asseoir parce qu'il y a tellement de monde, malgré les grands espaces qui sont créés pour. Et quand vous allez à une bibliothèque, par exemple, que vous connaissez bien, puisqu'on s'est croisés souvent à Paris, vous et moi, vous savez, quand vous allez à Beaubourg, il y a toujours une queue, quel que soit le jour, quel que soit... Donc, c'est pour dire que malgré, effectivement, la concurrence que mènent les outils numériques, notamment les réseaux sociaux, vis-à-vis du livre, le livre est toujours très bien sollicité. Et tout ça, la lecture a toujours toute sa place. Bien il reste enraciné dans notre esprit et puis on aime tourner les pages, on aime sentir l'odeur de la page. Sentir Alors, Dibakana Monkessi, on est ravis de vous retrouver. Ça fait longtemps, hein, ça fait des années. Oui, on s'est croisés dans les rues de Paris. Oui, on a participé à des salons de livres et ça fait du bien. Donc, Dibakana Monkessi, le psychanalyste de Brazzaville, nous lisons par hasard ici, d'entrée de jeu dans ce livre-là. Avant même le prologue, on a « L'histoire est un imbécile, sans yeux, sans mémoire. Nous étions tous sûrs que ces choses-là étaient déjà arrivées. Elles arriveront un autre jour, à d'autres gens, sous d'autres temps. C'était arrivé à d'autres que nous. » Sony Labo Tansi. Sony Labo Tansi, 7 poèmes pour Brazzaville. Pourquoi avoir poussé ça ici? Oui, alors, j'ai voulu mettre en exergue cette phrase, ce texte de Sony Labo Tansi, parce que je la trouve très belle et très juste. Et très juste parce qu'effectivement, c'est une façon de dire que l'histoire est une éternelle répétition. C'est une façon de le dire de façon plus poétique et plus intelligente. Parce que finalement, nous vivons des choses, mais que d'autres, avant nous, ont déjà vécues, sous d'autres formes certainement. Et donc, si on faisait un peu plus attention, si chacun d'entre nous pouvait faire un peu plus attention, je pense qu'il est possible d'éviter certaines erreurs. Parce que ces erreurs-là, d'autres, ceux qui nous ont précédés, les ont déjà commis. Les ont déjà commises. Et si on faisait donc attention, justement, à certaines circonstances, on peut se dire, bon, cette circonstance-là,
il faut qu'on fasse attention parce qu'on risque d'avoir telle conséquence. Or, ce qui se passe malheureusement, qu'il s'agisse des individus ou des groupes humains, souvent on ne prend pas en compte ce qui est déjà arrivé, les malheurs qui sont déjà arrivés ou les circonstances qui sont déjà arrivées et qui ont entraîné quelques misères. Donc on s'engouffre tous dans les mêmes failles. Exact. Et qui reproduisent bien évidemment les mêmes effets. Donc. Très bien. Le professeur Théophile Obenga disait donc que le malheur de l'Africain aujourd'hui, c'est l'oubli. Nous oublions toujours. Du coup, nous refaisons les mêmes erreurs. Nous retombons dans le même trou, le même ravin. On entre contre ce même mur, alors qu'on aurait dû se rappeler et prendre des dispositions pratiques pour éviter beaucoup de choses, sinon pour permettre à notre pays et partant à notre continent de décoller. Alors, Dibakana Monkessi, vu que vous êtes de la diaspora, ça nous fait du bien, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles toutes fraîches de cette diaspora congolaise? Alors, la diaspora congolaise se porte bien. Il faut d'abord dire que nous sommes très attentifs, nous sommes très attachés à notre pays d'origine. Ah, super. On pense que vous avez déjà tout oublié. Non, pas du tout. Au contraire, nous sommes... Alors, il y a une phrase de Tikaya Utamsi que j'aime beaucoup. Je n'habite pas au Congo, mais le Congo m'habite, en quelque sorte. Exact, oui. C'est-à-dire que, et c'est le cas de beaucoup de Congolais de la diaspora, qui vivent pourtant à l'étranger, mais vraiment qui sont habités par le Congo comme s'ils y étaient, et même plus même que ceux qui habitent ici. Ah. Donc, on est très attachés à notre pays. Tant mieux pour et bon, alors, pour les nouvelles de la diaspora, de ce que j'en vois en tout cas, se porte bien. Oui, elle est multiforme. Elle est multiforme, oui, exactement. Dans plusieurs domaines. Exactement. En tout cas, il n'y a pas créé de scandale particulier là-bas en France pour qu'on épingle le Congo, non. Oh non, pas ma connaissance. On est travailleurs. Pas à ma connaissance. On est travailleurs. Et bien évidemment, comme vous l'avez dit, hein, il y a plusieurs secteurs. Il y a plusieurs diasporas. Voilà, exactement. Il y a la diaspora, j'allais dire, culturelle, il y a la diaspora politique, sociale, intellectuelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Mais on trouve quand même moyen de temps en temps à se mettre tous ensemble, ou en tout cas les groupes fonctionnent chacun selon ses intérêts, mais il arrive des moments, lors par exemple des grandes occasions, des fêtes, des choses comme ça, où tout le monde se retrouve, voilà. Très bien, et nous aimons aussi la diaspora congolaise panafricaniste, qui est aussi là-bas, hein, vous reconnaissez très bien qu'ils sont de grands militants, des activistes, parce qu'il faudrait bien que l'Afrique sorte de son état, de la misère, de la boue dans laquelle nous propissons depuis trop d'années, depuis trop de siècles. Alors cela dit un exercice en live là. S'il vous était donné, d'abord, on y va droit au but. J'allais dire si vous étiez donné de parler de la littérature congolaise, mais je ne passe pas par 4 chemins. Non, mais je peux vous répondre. Allons-y. Je peux vous répondre. La littérature congolaise, que diriez-vous? Alors, je pense que la littérature congolaise est une littérature très dynamique. Alors, on a souvent tendance à comparer la littérature de nos pères, de nos prédécesseurs, avec celle d'aujourd'hui. Maintenant, il faut quand même dire que bon, la littérature reste la littérature, bien évidemment, mais les époques ont changé. Moi, ce que je vois surtout dans cette littérature, comme je l'ai dit, c'est une littérature très dynamique, mais ce qui est à souligner aussi, c'est comment on dit ça, le renouvellement des thèmes, des thématiques. Hein, au-delà des auteurs, le renouvellement des thématiques. Autant nos parents, enfin nos prédécesseurs abordaient des thématiques bien déterminées, autant aujourd'hui quand même les thématiques sont très diversifiées. Comme la colonisation, les indépendances. Voilà. C'était ça surtout qui était abordé hier par nos aînés. Et aujourd'hui, la littérature un peu plus intimiste. Voilà, ça s'est ouvert vers plus de l'intime, plus le ressenti personnel face aux situations, face aux événements vécus. Mais moi, je pense que c'est une littérature très dynamique. Et puis, on est très attentif également à la littérature congolaise qui se fait ici.
on est attentif bien évidemment à la littérature congolaise qui se fait à l'étranger, mais on est aussi attentif à la littérature congolaise qui se fait ici et que personnellement je trouve très dynamique parce que même si je ne la connais pas dans sa profondeur, mais lorsque je vois tous les événements qui sont organisés ici autour du livre, je vous ai dit que je venais d'un salon à Pointe-Noire. Oui, vous êtes voilà. Encore replongé dans le milieu encore naturel. Voilà, c'est cela. Et c'est encore une preuve, effectivement, que la littérature congolaise est dynamique. Après, maintenant, on peut discuter d'autres choses, de la qualité ou que sais-je encore, mais bon, ça, il faut laisser ça aux spécialistes. Ça, moi, je ne suis pas un spécialiste. Évidemment, mais quelqu'un nous disait que, bon, mais c'est pas grave, même si les Diables Rouges du Congo, football, voilà, vraiment... Vous suivez mon regard, mesdames et messieurs. Même si les Diables Rouges du Congo, football nous casse la tête, nous perce le cœur. En tout cas, on n'a plus envie, par exemple, depuis le 4-2 infligé par la RDC, on est ennemi avec les Diables Rouges du Congo. Personnellement, on ne se parle plus, même s'ils font ça. Mais les Diables Rouges de la littérature congolaise, on dit que, en tout cas, ils font honneur au pays. Ils ont redoré le blason du pays, même du continent. On dit qu'ils sont tout feu, tout flamme. Alors, si vous étiez donné un exercice comme ça, de composer une équipe des Diables Rouges de la littérature congolaise, qui vous mettrez dans cette équipe? Alors, c'est une question très, très difficile et je vais me faire des ennemis parce que je vais en oublier. Tu ne peux pas m'oublier quand même. C'est pour cela que je ne vais citer que les auteurs qui font l'unanimité. Excusez-moi, il y aura aussi des personnes disparues parce que vous savez, dans nos croyances à nous... Il y a des points lourds de la littérature congolaise. Et dans nos croyances, les morts ne sont pas morts. Merci, c'est ce que j'allais dire. Dans nos croyances, les morts ne sont pas morts, ils sont là. Donc, de suivre attentivement. Ils attendent aussi qu'on reconnaisse quand même. Exactement. Voilà. Donc, on ne va pas oublier Jean Malunga, qui est le premier. Jean Malunga, le tout premier. Alors, les noms qui me viennent aussi très vite aussi, c'est des auteurs comme... Henri Lopez, Sonny Laboutansi, bien évidemment, Tikaya Utamsi, Dongala Bunzeki, évidemment, Titele Tivela, Maxime Debeka, il y a Biaoula aussi, j'ai oublié le on y va, Biaoula. Alors, je pense que... On va y mettre celui-là... Oui, Tati Boutar, bien évidemment. Et je voulais citer un nom qui est en même temps dans le monde, j'allais dire, de la recherche intellectuelle, mais aussi dans le monde littéraire. C'est Théophile Obenga. Théophile Obenga, je pense qu'on peut pas parler de littérature sans... Il a énormément écrit aussi. Exactement. Théophile Obenga, on en a une dizaine de alors, là, on était donc avec les aînés. Bon, maintenant, puisqu'il nous en reste un... On va y mettre quand même... Bon, celui-là, il est considéré comme notre champion. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on l'aime ou pas. C'est le champion. Allez, ma bonne. Allez, ma bonne. Voilà. Très bien. On en a déjà 11. Et puis, quand on revient au pays ici, voilà. Là, c'est la diaspora. Je sais que vous avez tiré le drap de votre côté. Mais ici, on a aussi des poids lourds de la littérature. Non, mais vous m'avez dit 11. Donc, 11. 11, c'est toute une équipe. Maintenant, l'équipe réserve. L'équipe, les Diables Rouges qui sont ici. Non, mais je voulais... Non, mais je voulais même rassurer, bien évidemment, tout le monde que c'est en même temps un exercice que je fais comme ça en rigolant, mais pour me protéger, vous avez bien compris que j'ai pris beaucoup de personnes qui ont disparu, et puis surtout beaucoup d'aînés et tout ça, bien évidemment. Aujourd'hui... On a parlé des morts, parlons des vivants. Parlons des vivants. Voilà, vous avez cité Henri Djombo. Wilfried Sondé n'est pas oublié non plus. Voilà. Vous les connaissez mieux ici, Pierre Ntsemour. On en parle beaucoup. Pierre Ntsemour, vous validez, n'est-ce pas? Ah oui. Ramsès Bongolo. Oui. Ramsès Bongolo. Je ne connais pas très bien, mais je vois ce qu'il fait, effectivement. C'est un point aussi. Willy Gom, le doyen. Willy Gom. Je ne connais pas, je suis vraiment désolé. Ok, on avec Soni Zaou. Et puis j'en ai rencontré là pendant le salon
Et après, il y a M. Makita, là, comment il s'appelle là Makita, comment il s'appelle Makita. Ah, il est beaucoup dans les réseaux sociaux. Non, Makita, comment il s'appelle? Le grand prince. Prince, voilà. Le grand prince Makita. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est lui qu'il s'agit. Et il y a même Matoko aussi, je crois. Oui, Prince Matoko. Prince Matoko. Prince Arni Matoko. Arni Matoko. Voilà. Il y a Boubanga aussi, il ne faut pas oublier. Ah oui, bien évidemment. Le poète, si bien évidemment. Bien évidemment. Il y a Eric Dibas aussi, Eric Dibas Franck. Bon, mais le spectacle Benoît Mundelengolo. Oui, aussi. Oui, non, bien évidemment. Et puis il y a le jeune homme là qui a organisé le salon du Silap, là, Yvan Léwan. Son nom est un peu difficile à prononcer comme ça. Yvan Léwan, il a compris. Voilà. Et tous les écrivains savent de qui nous parlons. Voilà, et en tout cas, il y en a beaucoup. Il y a les jeunes qui montent aussi, qui sont en train de se battre. Il y a les listes hindous. On n'a pas cité les femmes. Hein. Il y a les oui, là on a été mazou. Oui, les listes hindous, Rafani Mona Congo, il y a Léotine Tibinda, il y en a beaucoup. Il y a Ibovi, Marie-Françoise Ibovi. Voilà, il y en a beaucoup. Les noms nous échappent. On pourrait penser que nous sommes contre certaines personnes, mais en tout cas, si les noms pouvaient revenir, je sais qu'ils ont écrit. Au fur et à mesure. Il y en a celle qui a écrit l'aveu. Bon, mais son nom nous échappe. Docteur, toutes nos excuses, mais on a donné quand même le titre de votre livre, c'est L'aveu. Il y a Sandrine Yoka, avec laquelle nous avons été dans un salon à la Guinguette africaine. Sandrine Yoka. Également, il y a une jeune fille là qui vient d'écrire un livre sur son père. Fungi, oui, qui vient super. En tout cas. Voilà, enfin, il y en a plein. Donc nous sommes riches sur ce plan. On a une équipe qui peut être là les titulaires. Même ceux qui sont déjà partis, mais on a même des Diables Rouges bis. On peut avoir encore même une troisième équipe, une troisième sélection des Diables Rouges, tant c'est façonnant, c'est riche, immensément riche, la littérature congolaise. Cela dit, Dibakana Mankessi, on va continuer notre affaire. D'où vous est venue cette passion? Quel a été le déclic? Et puis quel est le parcours finalement? Le parcours littéraire. Alors, le déclic, c'est parce qu'en fait, lorsque je suis jeune élève ici à Brazzaville, là, mon frère, qui est malheureusement parti il n'y a pas très longtemps, qui était étudiant en ce moment-là, m'inscrit au Centre culturel français, qui était donc, qu'on appelle aujourd'hui l'Institut français voilà, du Congo. Voilà, au rond-point, là. Et voilà comment mon premier contact avec les livres, les grands livres, les grands auteurs et tout. Et vraiment, voilà, ça a été... la passion a commencé là. La lecture. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai été mordu par cette passion de l'écriture. Et comme tout le monde, hein, on écrit des petits textes, mais pas non plus pas pour publier, pour soi-même. On écrit des petits textes qu'on garde avec soi, voilà. Et puis, petit à petit, naît l'idée d'écrire un livre pour se faire publier. Alors, moi, le parcours, c'est que ça a d'abord été occupé par... les études. Donc j'ai fait comme vous le savez, je suis un lambic comme on dit. Et à un certain niveau d'études, il est quasiment obligatoire de publier des articles, dans les revues spécialisées, de participer à des colloques, d'en faire des comptes rendus. Donc, en gros, mes premiers textes publiés, c'est de la recherche scientifique sur la socio et tout, voilà. Donc c'est pour ça que mes premiers livres, donc c'est des textes publiés dans les revues scientifiques et des essais. Et je ne viens au roman qu'après.
Ce n'est qu'après que je publie mon premier roman qui est intitulé On m'appelait Ascension Ferrier. Et puis le reste a suivi, quoi. Voilà un peu comment très rapidement est née cette passion pour l'écriture. Et comme vous savez, la passion, on l'arrête pas. Hein. Il continue, il se poursuit. Voilà. Très bien. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de faire une pause là, mesdames et messieurs, pour parler de cette grande dame Halima Madina. Oui, tout à fait. On l'a oublié, vous voyez. Parler du grand critique la poétesse littéraire de ce grand écrivain Noël Kodia-Ramata. Oui, voilà, on l'a oublié aussi. Mais comment? C'est grave. Ah, c'est grave. Toutes nos excuses. Hein. On est là en live, donc c'est complètement... c'est vraiment difficile de se souvenir tous les noms. Mais si ça arrive au fur et à mesure, on va faire allusion comme pour dire qu'on vous aime beaucoup. Alors, une chose est d'écrire, d'avoir un parcours littéraire, de fréquenter les salons, de faire ci ou ça. Mais après, est-ce qu'il y a eu 1, 2, 3 prix de reçus depuis là? Oui. Alors, les prix, bien évidemment, reçus, c'est le prix avec c'est vrai que c'est une mauvaise question, parce que justement, si en face, il n'y avait aucun prix, ce serait compliqué. Est-ce qu'il y a eu quand même, parlons-en, quelques prix, reconnaissance de ses pairs, du monde littéraire? Tout à fait. Vous avez vécu quoi et quoi de merveilleux, là? Alors ce que j'ai vécu sans fausse modestie, hein, ce que j'ai vécu d'intéressant, là, c'est cette année, on va dire, c'est que ce livre... Donc, le psychanalyste de Brazzaville. Alors, le premier classement, c'est le journal Le Monde qui l'a classé parmi les 4 meilleurs livres écrits par des Africains en 2023. Voilà, donc il y avait plusieurs nationalités, bien évidemment. Et puis, parmi les 4 livres, donc, c'est le psychanalyste de Brazzaville. Ça a été le premier classement. Ensuite, au mois de mars 2023, le livre a reçu... 2024, pardon. Au mois de mars 2024, le livre a reçu le Grand Prix Afrique. Ça s'appelle comme ça, Grand Prix Afrique 2023. Mais il faut quand même préciser que ce prix s'appelait avant le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. C'est donc littéraire d'Afrique noire qui existe depuis 1961. En tout cas, le premier prix a été décerné en 1961 et qui a reçu des auteurs comme Henri Lopez, Sonny Laboutansi, Bonzeki Dongala, ainsi de suite. Donc, il y a plein d'auteurs congolais qui l'ont reçu. Enfin, plein j'exagère parce que je vous dirai le nom. Dans le cadre de ce prix-là, pourquoi des Congolais en quantité là-dedans? Alors, non, mais je vais vous donner des chiffres exacts. C'est-à-dire qu'effectivement, ça montre bien, sans fausse modestie, qu'on est un pays de grande culture, un pays de littérature. Je vais vous expliquer pourquoi, par les faits. Je vous disais que le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, qui s'appelle aujourd'hui le Grand Prix Afrique, est décerné depuis 1961. Et donc, vous pouvez compter le nombre de personnes qui l'ont reçu. C'est une fois long. Hein. Alors, tenez-vous bien, les champions les plus nombreux à avoir reçu ce prix, malheureusement, c'est pas nous, c'est pas les Congolais, c'est les Camerounais. Ils sont 11. Super. Ils sont 11 à avoir reçu ce prix. Toutes nos félicitations à nos confrères camerounais. Nos confrères camerounais. Donc, ils sont en tête. Ils sont en tête. Avec 11 prix. Avec 11 prix. Et les seconds, eh bien, c'est les Congolais. Les seconds, c'est les Congolais. Aujourd'hui, nous, on est 9. Donc, on est en train de les rattraper, là. On les rattrape. On est sûr que... Bientôt, on va les dépasser. On va les rattraper, les dépasser. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour notre pays. Donc, voilà un peu pour le chiffre, le nombre de Congolais qui ont obtenu ce prix depuis sa création. On est 9 aujourd'hui. Très bien, chapeau aux écrivains congolais. Mesdames et messieurs, nous savons que puisque nous sommes envahis par les réseaux sociaux, on est envahis par la télévision et la radio, on a oublié le livre, on est nombreux, hein, ignorent que le Congo est riche en termes d'écrivains, en tout cas des écrivains talentueux. D'où cette pensée du jour. Le Congo a un énorme, sinon un immense
talent littéraire. De ce côté-là, en tout cas, les Diables Rouges du Congo, littéraires, en tout cas, ils sont tout feu, tout flamme. On va lire un petit quelque chose. On a été modeste en citant les écrivains congolais, mais vous-même, vous en êtes un aussi. Ah oui, on a oublié Alexis Bongo. Alexis Bongo, il a quand même écrit la trilogie Histoire de chez moi. Voilà. Ça fait du bien, merci beaucoup. C'est ça que nous disions à nos frères là. En tout cas, frères et sœurs, écrivains, en tout cas, c'est pas, hein, c'est en live comme ça, on oublie des gens, on s'est oublié même nous-mêmes, donc vraiment, comprenez notre émotion. Alors je vais lire page 13 pour qu'on ait un aperçu quand même de ce livre, Le psychanalyste de Brazzaville, Grand Prix Afrique 2023 des écrivains de langue française. Alors, juste préciser, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai parlé de 2 classements. Dans le classement du monde, ce prix-là, mais il y a un 3e prix. Ah, enfin, il y a un 2e prix. Non, un 2e prix. Parce que l'autre, c'est un classement, c'est pas un prix. Donc, il y a ce prix-là, mais il y a également le prix Orange. Le prix Orange. Le prix Orange Afrique, qui cette fois-ci a été décerné en mai 2024, là, à Rabat. En mai 2024, c'est récent. Hein? À Rabat, au Maroc. Voilà. Ah là, c'est aussi un prix international, tout comme le Grand Prix Afrique. Très bien. Toutes nos félicitations. Merci. Divakana Monkessi, en tout cas, vous faites honneur à notre pays. Alors, 13, prologue. Au commencement de cette sale affaire, tout était allé très vite, si bien que des sentiments divers, parfois contradictoires, naissaient, puis se bousculaient dans sa tête et finissaient par s'annuler les uns après les autres, comme s'éteignent les poussières d'étincelles éparpillées dans l'air frais de la nuit. Ne demeura plus qu'une sorte d'ahurissement teinté d'impatience de savoir ce qu'on lui voulait. Néanmoins, sans comprendre grand-chose à ce qui lui arrivait, elle affichait une mine plus apaisée que l'instant d'avant. Était-ce de la résignation? Quiconque aurait assisté à ce qu'elle venait de vivre aurait peine à croire qu'il s'agissait de la même jeune femme, à présent assise face à cet inconnu sous la lumière blafarde diffusée par le lumignon accroché au plafond bas de la petite pièce au mur nu dans laquelle ils étaient enfermés. Quiconque aurait assisté à ce qu'elle venait de vivre, mesdames et messieurs, aurait peine à croire que la présence des 2 hommes dans la pièce d'à côté la rassurait, alors que ces 2-là l'avaient kidnappée quelques heures plus tôt pour la conduire de force jusqu'ici. Comment avez-vous connu le psychanalyste? Sans cesser de dévisager la jeune femme, l'homme parlait d'un ton monocorde avec ses terres à la fois mornes et bêtes qui accompagnent les questions sans importance. Son visage était dénué d'expression, semblable à celui d'une tête de bœuf, image renforcée par l'absence de cou. Divakana Monkessi, quel commentaire? Qu'est-ce que ça vous fait quand on lit ce prologue-là? Oui, non mais... Alors, c'est assez curieux parce que lorsqu'on me demande, moi j'ai toujours du mal à choisir une partie à lire dans un émili, parce que je me dis, c'est mieux que ce soit d'autres qui choisissent. Alors, croyez-moi, la plupart du temps, il y a des images qui existent, quand on me demande de choisir, c'est cette partie-là que je lis, que vous avez choisi aussi. Ça, vraiment, voilà. Alors, coïncidence. Vraiment, exactement. Alors, cette entrée, cette scène décrit donc la rencontre de la jeune fille avec un agent des services de renseignement. Parce que cette Masolo, en fait, c'est vraiment, j'allais dire, c'est vraiment une clé pour toute la suite du livre, quoi. Très bien. Parce que cette scène, en fait, où donc cette jeune fille qui vient d'être enlevée, entre guillemets, kidnappée, on l'emmène dans un lieu qu'elle ne connaît pas, mais en fait, elle a été enlevée par les services de renseignement. Par les services de renseignement qui sont curieux, qui veulent l'interroger sur les activités qui se déroulent au sein du cabinet du psychanalyste. Très bien. Parce que c'est la bonne du psychanalyste. On s'arrête là pour laisser tout à fait. les gens sur leur fait, parce qu'ils doivent s'acheter comme ce livre. Est-ce qu'on peut le trouver ici à Brazzaville? Oui, on peut le trouver ici à Brazzaville. Je crois qu'il est, par exemple, il est dans certaines librairies de la place. Oui. Les lettres mouchetées là-bas, et ici certainement à Brazzaville, on pourra trouver. Alors cela dit...
Dibakana Mankessi, on vous a sur ce plateau, donc on va en profiter pour vous poser cette question. Vous tombez à pic, enfin vous êtes là pendant que nous sommes dans le bouillonnement de la célébration des 64 ans de l'indépendance du Congo. Quelle lecture faites-vous? Quelle impression? Alors, la lecture, c'est que déjà je vis effectivement ce bouillonnement, ces préparatifs de cette grande fête. Et le boulevard s'est mis dans sa plus belle tenue. Exactement, c'est ce que je vois. Et personnellement, ça me renvoie aussi à ce qu'il y a dans ce livre, parce que, comme vous savez, ce livre parle aussi un peu de l'histoire du Congo, entre autres, hein, beaucoup d'ailleurs de l'histoire du Congo, les 10 premières années du Congo. Et il y a des scènes d'ailleurs qui évoquent des événements particuliers qu'on pourra trouver dans le livre. Alors, disons que lorsqu'on fête un anniversaire, de façon générale, qu'on le veuille ou pas, il y a une sorte de besoin de rétrospective. On veut savoir, bon, le chemin parcouru, d'où l'on vient, voilà, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on en est, tout ça. Alors, disons que il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on peut pas dire peut pas dire non plus qu'on est exactement au point de départ. Ah non, non, on peut pas dire ça. On a fait du chemin, mais il y a beaucoup de chemin à faire. Ça n'a certes pas été facile, c'est un chemin compliqué avec tout ce que nous savons. C'est chaud. Mais on est quand même là. On est quand même là. Exactement. Mais en tout cas, c'est un moment important pour la République, et c'est bien effectivement ce genre de moment où on peut s'arrêter pour faire le point. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, que les Congolais profitent de ce moment pour vraiment faire le point. 64 ans, c'est pas rien. Qu'est-ce qui peut être amélioré? Des choses auraient pu être faites, mais donc comment on va rattraper tout ça? Comment rattraper? Quel a été le parcours? Vous savez, lorsqu'on veut avancer dans la vie, il faut être courageux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des œillets et dire « Ah non, ça je regarde pas ». Non, 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 il faut regarder les choses telles qu'elles sont, la réalité en face. Et les bonnes et les mauvaises choses. Chien par chien, exactement. L'écrivain a cette obligation. Bien sûr, bien évidemment. Et donc ça, je pense que c'est ce que je souhaite à mon pays, c'est-à-dire que d'avoir ce courage de dire ça c'est un chat, ça c'est un chien. Comment faire que voilà les choses puissent aller mieux et avancer, quoi. Voilà. Très bien. Alors, si vous étiez demandé aussi dans la foulée un message spécial à la femme congolaise, que lui direz-vous? Alors, moi, ce que je constate, en tout cas, puisque nous parlions de l'anniversaire, si on peut faire un lien, c'est que la place de la femme congolaise a... Moi, j'ai l'impression, après, ça peut être un objet de débat, mais moi, j'ai l'impression que la place de la femme congolaise a beaucoup évolué. Comme vous le savez... Elle s'est améliorée. Hein. C'est beaucoup amélioré. On lui a fait de la place, là, au fur et à mesure. Tout à fait. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il suffit de voir, pour donner un ordre d'idée, la première femme à obtenir le bac au Congo s'appelle Niali Gomez, Niali Mambo Gomez, et on est dans les années 60 et quelques. Non, je crois 50 et quelques, bref. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde tout ce que la femme fait aujourd'hui, elle occupe des postes de responsabilité. Je pense que le premier chef d'État à avoir nommé une femme ministre, c'est Marie Ngouabi, me semble, avec Madame Manima, qui s'appelait, ou quelque chose comme ça. Super. Il faudrait que nous révisitions notre histoire. Exactement. Et aujourd'hui, vous voyez que le gouvernement... Non, on a de grandes dames. Elles sont ministres. On a le professeur Francine Toumi. J'allais en parler justement, mais elle c'est dans le domaine de la recherche, mais qui fait vraiment honneur du Congo. On ne se rend pas compte, mais vraiment, on ne se rend peut-être pas compte ici. Mais Madame Toumi, c'est une grande chercheuse qui est très respectée à l'étranger, notamment en Occident, qui a fait ses preuves et qui a été couronnée de nombreux prix internationaux également. Donc non, la femme congolaise, moi je pense que
on est sur la bonne voie. Maintenant, après, il y a toujours des choses, comme je disais tout à l'heure, à améliorer. Tout ne peut jamais être bon. Non. Nul n'est parfait. Nul n'est même parfait. Les hommes eux-mêmes ne sont Exactement. Moi, je pense que s'il y a quelque chose à dire aux femmes, c'est vraiment de continuer à avancer. Moi, je suis toujours impressionné. Nous avons tous été élevés par nos mères qui n'avaient pas fait les grandes études, mais qui se battaient comme elles pouvaient. Exactement. Qui n'avaient pas étudié du tout. Mais qui se battaient pour nous donner une éducation. Et aujourd'hui, je continue à le voir. En tout cas, ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et en passant à travers les rues de Brazzaville, ou en tout cas des autres villes du Congo, quand je vois ces mères assis là toute la journée, en train de vendre qui une banane, qui des cacahuètes et tout, parce que c'est cet argent qui va nourrir leurs enfants, qui va permettre d'envoyer les enfants à l'école, je dis vraiment bravo. Donc, et je vois qu'il y a un ministère de la femme qui quand même, de ce que je vois en tout cas de l'extérieur, on voit que la ministre bouge, propose des choses, veut que les choses avancent du côté des femmes. Voilà, c'est ça, Madame Ingani. Donc tout ça c'est à encourager et il faut que cela continue. Et je pense aussi que si c'est possible, enfin, je pense que tout est toujours possible à l'État. Tout est toujours à l'État et surtout à l'État. À cœur vaillant, rien d'impossible. C'est vraiment qu'il y ait vraiment une politique d'accompagnement, notamment de ces femmes-là qui vont dans les marchés, qui se battent, pas seulement qui vont dans les marchés, partout où les femmes se battent. Parce que finalement, une société ne peut bien se porter que si la femme se porte bien. Parce que c'est elle qui fait tout le reste. C'est la pierre angulaire de toute la famille, société. Et donc, du coup, de toute société. Voilà. Du coup, sans les femmes, nous ne serions absolument rien du tout. Et on pense que sans les femmes, on ne serait pas là à fêter, à préparer les festivités de 64 ans. Exactement. La fête, pour elle, soit belle pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des femmes là. Et ça fait du bien. Parce que c'est elles qui vont préparer tout le monde à aller à cette fête-là. Donc, vraiment, chapeau à ces femmes-là. Eh bien, la jeunesse congolaise, avec tous ces problèmes, avec tous ces espoirs, avec ces désillusions, avec cette déception, cette jeunesse qui aimerait bien et qui se heurte à cette affaire, cette problématique de conflit intergénérationnel, alors ce conflit de génération. Alors, la jeunesse congolaise, qu'est-ce que vous en pensez? Quel message spécial à ces jeunes-là? Alors, la jeunesse congolaise, les jeunes traitent nous autres, les plus âgés, de vieux cons, et nous, on traite les jeunes de jeunes imbéciles. Donc, vous savez, c'est un débat très ancien. Mais en tout cas, ces derniers temps, en tout cas ces dernières années, de ce qu'on voit de l'extérieur, enfin, quand je dis de l'extérieur, c'est-à-dire même en tant qu'adulte, je vais dire, en tant qu'adulte, que ce soit un adulte habitant ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui interrogent. On a l'impression, par exemple, que les jeunes sont plus violents que nous l'étions, nous. Alors, c'est aussi dû à l'état de notre société, le passé de notre société, le passé très récent de notre société, de ce qu'est les turbulences que le pays a connues. Et donc, jusqu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui ne s'en sont pas encore vraiment sortis. Il ne faut pas quand même mettre de côté le fait que cette jeunesse, tous les Congolais ont connu le traumatisme. Elle est traumatisée. Voilà. Elle a été énormément traumatisée. Et donc, instrumentalisée à souhait et traumatisée dans la foulée. Donc je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous, en tant qu'adultes, nous reprochons à ces jeunes, quelque part, c'est les adultes qui sont responsables de ça. Parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait pour, y compris après ces événements-là, des mesures d'accompagnement en direction des jeunes. Je ne sais pas exactement dans les détails ce qui a été fait, mais... En tout cas, 2024 a été décrété année de la jeunesse. Donc, je pense que c'est comme on disait tout à l'heure sur les femmes, la jeunesse mérite, me semble-t-il, beaucoup d'attention, j'allais dire plus d'attention. Plus d'attention, parce que particulière, parce que c'est ces jeunes-là qui feront la société demain. Très bien. Donc si c'est mal parti, c'est la société qui sera également... Alors, moi, l'une des questions
ou en tout cas l'une des choses qui attire beaucoup mon attention, c'est l'état de nos écoles. Alors là, excusez-moi, mais ça, quand je vois certaines images, les élèves sont, je sais pas, 200 par classe, ils sont assis par terre. Même le sol. Bon, voilà. Ça, je pense que... se coincer sur un petit table banc. Oui. Je pense que ça, vraiment, c'est des choses... Il faudrait qu'on corrige ces choses. Ça n'honore ni le pays, non, ni le continent. pas du tout. Parce que déjà, moi, je ne suis pas si vieux que cela. Il y a juste quelques années, j'étais ici, dans les écoles, mais j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive là? Et pourquoi on a l'impression que rien n'est fait? Je dis pas que rien n'est fait parce que j'en sais rien, mais en tout cas, on a l'impression que ça donne, c'est que il n'y a pas grand-chose qui est fait pour améliorer les choses, pour que les choses aillent de l'avant pour ces élèves-là, quoi. Et donc, voilà. Très bien, on aime bien ces messages-là, mais un message d'espoir. Hein. Exactement, bien évidemment. Ces jeunes-là que non, rien n'est perdu. Hein. Bien évidemment. Et d'ailleurs, je pense, on m'avait demandé s'il y avait un message pour les jeunes. Alors le message aux jeunes, c'est d'être ambitieux. D'être ambitieux et de savoir toujours aller de l'avant. Dans la vie, rien n'est donné. Rien n'est donné. Rien n'est donné, il faut se battre. Il faut se battre, quelles que soient les difficultés qu'on a. Il faut toujours se dire que toute difficulté est passagère. Il n'y a aucune difficulté qui est permanente toute la vie. Donc aujourd'hui, le moment peut être difficile, mais il faut se battre pour sortir de ces moments-là et continuer à avancer dans la vie. Il faut être ambitieux. Très bien, l'écrivaine Laure Tabaka, pas plus tard qu'avant-hier, donc à Olympic Palace, présentant son livre 12 mois pour la jeunesse, disait que elle donnait le canevas. Puisque 2024 est l'année de la jeunesse, eh bien, voilà ce qui doit être fait pour que ce soit vraiment, effectivement, l'année de la jeunesse. Et elle avait dit aussi que si les jeunes ne se battaient pas, s'ils ne se battent pas eux-mêmes pour trouver leur place, en tout cas, ils n'auront jamais leur place. On ne leur donnera jamais cette place-là. Il faut que les jeunes sachent se battre pour eux, pour trouver leur place, et de façon propre. Et donc, elle disait aussi que rien n'est perdu et que demain peut être aussi, 2025 peut être aussi l'année de la jeunesse, tout comme 2026, parce qu'on savait très bien que c'était titanesque, que ça ne pouvait pas être résolu, tous les problèmes de cette jeunesse-là en une seule année. Retour sur ce livre-là avant de chuter, mesdames et messieurs. Page 342, un soir, alors qu'il faisait les 100 pas aux abords de l'hôtel Cosmos, où il avait pris une chambre, un homme trapu aborda Aaron. Le jeune viennois voyait à peine son visage. Seuls les yeux de l'inconnu, protégés derrière des pets verts de myopie, luisaient dans la pénombre supplémentaire créée par les rebords de son chapeau. « Bonsoir », dit l'inconnu en yiddish, tout en marchant au rythme du pas d'Aaron. Le jeune homme avait gardé une tendresse infinie pour cette langue qu'il ne connaissait que par bribes. C'était suffisant pour dire bonjour. En revanche, malgré cette connaissance superficielle, il savait reconnaître l'accent tonique askénaze. Cet homme ne disait pas bonsoir en yiddish pour faire genre. Son accent parlait pour lui. Il était juif. En ce début de soirée, dans l'atmosphère étouffante de cette ville étrangère où il était arrivé, il y a peu, curieusement, il se sentit en sécurité. Pour avoir entendu une langue qui lui était familière, la langue que parlaient ses parents. Alors si ce passage-là, parlons de nos langues maternelles, ça se perd, on dit que dans 5, 10, 15 ans, plus aucun enfant du pays, du continent ne pourrait parler de sa langue maternelle. Quelle lecture faites-vous de cette affaire-là? Parce que le français à l'école, le français à la maison, le français dans la rue, nos enfants perdent toute racine avec les langues de leurs parents. Oui, c'est une vraie question et c'est une vraie préoccupation. C'est-à-dire qu'effectivement, les langues se perdent beaucoup. Et cela n'a pas commencé que maintenant par cette génération, enfin la génération de nos enfants, ce qu'on pourrait appeler nos enfants. Ça a commencé déjà avec notre génération à nous. Nous faisons partie de cette génération où on imposait aux enfants, où les parents imposaient aux enfants de parler français à la maison, comme vous l'avez dit, français à la
la maison, français à l'école, français dans la rue et tout ça. Et il y avait même, je me souviens, je ne sais pas si ça existe toujours, mais quand j'étais à l'école primaire, il y avait ce qu'on appelait le symbole. Exact. Hein, quand on parlait une langue... Nos parents ont connu ça, et puis nous sommes de la génération où le symbole est passé Exactement. avant de s'éteindre. Exactement. On a connu, c'était humiliant. C'était très humiliant. On faisait tout pour éviter ça. Effectivement. Et donc tout ça, c'était pour éteindre nos langues, et je pense que le résultat a été obtenu, puisque comme vous venez de le dire, de moins en moins de jeunes aujourd'hui parlent leur langue... la langue de leurs parents. C'est pour ça que je suis très intéressé. Je vois de temps en temps sur les réseaux sociaux ces jeunes qui reprennent les cultures de leurs parents, qui font des danses et tout ça. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. C'est très important, heureusement. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut remédier, mais c'est à nous de faire ce travail-là, parce que nous sommes parents aussi aujourd'hui, et il faut que nous puissions apprendre les langues à nos enfants, parce que nos langues sont tellement riches, et l'expérience, chacun peut la faire. Lorsque vous prenez quelques phrases, vous dites quelques phrases dans vos langues maternelles, essayez de le dire en français, vous allez voir que là, c'est parti, quoi. Parce qu'il y a des choses qui nous sont intraduisibles. Parce que nos langues sont tellement riches que, donc, c'est important vraiment que nos langues... Alors, maintenant, et puis, il y a aussi peut-être faudrait-il introduire l'enseignement de nos langues un peu plus tôt. Je sais qu'il y a un département de langue et civilisation. Oui, mais à l'université. Mais à l'université, c'est un peu tard. Depuis la maternelle. Justement, c'est un peu tard. Donc peut-être qu'il faut qu'il y ait l'enseignement des langues dès la maternelle. Voilà, après, bon... Et c'est sûr que nos enfants s'en sortiraient mieux si certaines matières étaient comme ça enseignées en langue maternelle. Ce serait très très bien. Alors, on est à l'atterrissage, on vole à DRTV 5 minutes supplémentaires, sinon nous avons tort, mais puisque vous êtes là et que vous allez partir, nous en profitons au maximum. La diaspora congolaise, elle est forte de grandes valeurs. Vous êtes des chefs de famille, vous êtes des mères au foyer là-bas, en tout cas vous avez des enfants. Donc le Congo, sinon le continent, est riche aussi de tous ces enfants qui sont là-bas. Mais notre crainte, c'est est-ce que vous avez quand même le temps de leur parler de leur pays, sinon de leur continent? Oui. On sait très bien que c'est métro, boulot, dodo. Mais est-ce qu'on a le temps quand même de faire de telle sorte que cette génération-là, nos enfants-là, nos petits-enfants-là, que vous puissiez quand même les connecter à notre pays, sinon à notre continent? Oui, on le fait, c'est indispensable. Mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile. Parce que là-bas, ils sont carrément en immersion dans la culture des autres. C'est ça, ils sont carrément en immersion, mais ils aiment bien... savoir d'où viennent leurs parents et ils en parlent, et nous leur en parlons, je pense. Et on imagine que ça leur fait du bien quand de temps en temps ils descendent. Exactement, ils viennent visiter voir ici, les grands-parents et exactement, tout ça. voir le pays, voir le Congo d'où viennent leurs parents et tout ça. Non, mais cette transmission est indispensable. Alors, dernière question, vous êtes arrivé sur ce plateau, on n'a rien préparé, vous avez vu, c'était en mode spontané. Peut-être que vous auriez bien voulu qu'on vous posât comme ça, c'est une question et que nous ne l'avions pas faite. Si vous étiez donné de répondre à une question que vous-même vous connaissez, que diriez-vous, Dibakana Mankessi? Je pense que vous avez posé, vous avez posé toutes les questions. Je voulais juste sinon l'essentiel des questions qui pouvaient être... Voilà, c'est cela. Je voulais juste dire que je suis heureux d'être là, d'être ici avec vous, d'être ici au Congo. Ah oui, bien sûr. Ah oui, je connais Malanda. Un poids lourd de la littérature congolaise qui fait partie du Diable Rouge. Exactement. Ah oui, et titulaire. Non, Hyper Malanda, c'est un grand poète. Ah oui, bien évidemment, je connais. Malanda. Ah oui, je connais très bien, oui. Très bien. Donc voilà. Voilà, donc Dibakana Mankessi, ça nous a fait un énorme plaisir de le recevoir sur ce plateau. Mais si vous étiez donné de conclure, que direz-vous à tous ceux qui vous suivent ou qui viennent de vous suivre en guise de conclusion? Je pense que nous avons un beau pays, un très beau pays, et qu'il nous suffit d'être tous ensemble, de travailler chacun à son niveau pour le faire avancer plus haut. Donc je nous invite tous à faire avancer ce très beau pays qu'est le Congo. Voilà. Très bien. Le soir venu, page 419, mesdames et messieurs, alors qu'elle dormait,
Masolo rêva que quelqu'un frappait à sa porte. Soudain, elle s'éveilla en sursaut. Elle ne rêvait pas, on frappait à sa porte. La seule personne qui venait frapper à cette porte, surtout la seule qui frappait de cette façon, était le commandant. 3 coups brefs, rapprochés, suivis d'un silence, puis 3 coups espacés. Masolo quitta le lit sur la pointe des pieds et alla lever le judas. Elle reconnut le commandant malgré la barbe hirsute qui ornait son menton. Depuis les communiqués de la télévision, 3 journées s'étaient écoulées. 3 longues journées qu'elle avait vécues, la gorge nouée, le cœur serré. Ne pas savoir où il se trouvait était pire que tout. Nous étions là donc dans le psychanalyste de Brazzaville, de Dibakana Mankessi que nous avons reçu sur ce plateau, Grand Prix Afrique 2023 des écrivains de langue française, anciennement appelé Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Grand Prix littéraire d'Afrique noire. C'était donc avec plaisir pour démontrer ici dans les valeurs de chez nous que le Congo a un énorme, sinon un immense talent littéraire. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.